Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 71e épisode des UBBistes. Je suis évidemment ravi de vous retrouver après cette nouvelle victoire en top 14 et pendant cette semaine ensoleillée qui annonce le doux retour de la Champions Cup. Et pour introduire mon compère, je vais me la jouer un peu speaker de Chaban, je tente. Il est vif, comme Tarzan, il s'accroche aux lianes. Salut Yann. Ah oui, pas mal, ça va faire plaisir à Dylan en Ouais, plus. surtout qu'en plus Dylan, C'est une petite tu peux faire dédicace. les mêmes rimes en plus, donc c'est incroyable. Je vais essayer d'en faire une Incroyable. par semaine. Et si jamais Oui, vous qui très nous bien. écoutez, vous en avez à proposer, n'hésitez pas à nous les envoyer en commentaire, soit de la publication Insta, soit de la vidéo YouTube. Voilà, ça marche avec Cyril parce que je sens que si j'attends que Yann m'en fasse une, je peux attendre longtemps. Mais voilà, ça te dit. Ouais, très bien, Tu vas te prendre parfait. pour Mathieu Jalibert, rentrer dans Chaban comme ça. J'ai hâte d'ailleurs d'entendre ces petites intros dimanche 16h contre les Tigers. Mais avant ça, un grand merci à Simon, à Jacques et à Orso. Orso, c'est mon filleul. Donc un grand merci pour votre participation au Tipeee cette semaine. C'est la cagnotte qui nous aide énormément pour continuer ce projet UBBist. Alors un immense merci à vous. Vous l'avez vu, le titre une fin de loup. Alors, j'ai pas fait de vote parce que je l'ai reçu à peu près 18 fois. Donc, du coup, voilà, ce sera une fin de loup, c'est très bien. Alors, c'est pas le plus original, mais c'est très bien vu que ça a été reçu quand même beaucoup, beaucoup de fois. Il y avait d'autres choses pas trop mal, mais notamment avec Big Ben, le changement d'heure, tout ça, il y avait des trucs sympas, mais bon, une fin de loup, c'est aussi très bien. Merci aussi pour tous les retours qu'on a reçus sur l'épisode avec le coach Yannick Bru. On est à 7000 vues sur YouTube, donc trop bien. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont commenté les vidéos, à ceux qui nous ont envoyé des petits messages. Nous, on s'était régalé à le faire. On avait enregistré avant Toulouse. Mais du coup, depuis, ça se passe plutôt bien, depuis qu'on lui a posé nos petites questions. Donc, je ne sais pas si ça l'a un peu aiguillé, mais en tout cas, on a pris énormément de plaisir. On a beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir avoir accès au coach comme ça et qu'il puisse répondre à nos questions. Donc, merci à lui, merci au staff et merci à vous pour tous ces retours. Au programme de cet épisode, donc le retour sur la victoire face au loup, un petit point de classement. Ensuite, on va accueillir les fondateurs de Coup Gagnant, qui est le partenaire des UBBistes depuis 2-3 semaines maintenant. Comme ça, ils vont pouvoir nous expliquer un peu mieux leur concept. Donc, on va les avoir pendant à peu près 10 minutes. Ensuite, on revient sur les actus du club et on passera à la preview du match face à Leicester, le huitième de finale de Champions Cup. Mais pour commencer, on va commencer avec le résumé du match. J'ai évité de prendre l'accent de Jean-Michel Apathy pour faire le résumé du match parce que sinon ça va être imblairable. Ce samedi à 16h30, l'UBB se déplaçait à Lyon dans l'espoir de faire un coup avant de passer à la Champions Cup et tout va franchement plutôt très bien se passer pendant les 20 premières minutes puisque nos joueurs marquent d'abord par Laharag bien servi par Penaud, puis c'est Maxime Lucu qui inscrit un essai pour mener 14-0 mais sur une mêlée pénalisée, le loup va venir dans notre camp et marqué avant la demi-heure de jeu par Sam Simmons. Score à la mi-temps 14-7 et au retour des vestiaires, on sent que le match nous échappe un peu puisque Simmons va d'abord permettre aux locaux d'égaliser dès la 44e minute. Ensuite, on a Hugo Boniface qui prend un carton jaune et à la 53e minute, soit une ou deux minutes après le carton jaune de Boni, le loup prend l'avantage par le pied de Méliande. Donc on sent que ça peut tourner un peu bouillon. Mais on sent qu'on n'est pas loin aussi. Mais on vendange. 3 touches perdues en 10 minutes après l'heure de jeu, dont 2 dans les 5 mètres du loup. Heureusement, Ben Tameifuna va se charger d'inscrire un essai tout en finesse à la 73e, bien converti par Maxime Lucu. Score final 17-21. Très belle opération de l'UBB. Et comme pour toutes les victoires, je vous propose qu'on passe d'abord au point négatif. Et avant de commencer les points négatifs, Yann, un petit mot sur notre adversaire du week-end, le Loup. Ouais, il devait, c'était un peu un match, peut-être leur match test, parce qu'on l'avait un peu évoqué quand on avait préparé le match, qu'ils avaient rencontré, à un moment un La Rochelle avait beaucoup de blessés, contre un Toulon qui est en difficulté, ils avaient concédé un nul chez eux et donc là, c'était un peu, ce match test un peu de caractère pour voir s'ils pouvaient même basculer dans le positif et viser le top 8 voire le top 6. Donc c'était une de leurs dernières chances
Et malheureusement, malgré quand même plutôt de belle équipe, parce qu'il y avait quand même pas mal de gros joueurs, hein, quand tu vois que Guillard était titulaire, tu avais du Bota, tu avais une espèce de machine en 8, Sam Simons, ou Simmons, qui est vraiment énorme. On l'avait un peu évoqué euh, dans cette preview où justement on retrouvait un peu ce joueur, ce 8 qui était très très fort à Exeter, et c'est vrai qu'il a retrouvé toutes ses qualités. C'est pas un joueur qui va gagner des mètres en mettant des gros impacts, et c'est vraiment tout sur la vitesse et l'explosivité. Il arrive à éviter aussi les zones de contact, et près des lignes, il est très très fort sur ça. Avec Exeter, c'était incroyable à chaque fois. Dans les pick and go, il était tellement dynamique et tellement rapide qu'il marquait tout le temps. Je crois que l'année où ils sont champions, je crois que d'ailleurs c'est avec notre Johnny Gray qui est parti à Perpignan, mais je crois que c'est cette année-là où ils font le doublé Champions Cup, champion anglais, et lui il finit à plus de 15 essais. Enfin bon, c'était un truc monstrueux de sa part, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce qu'il manque quand même un peu trop de choses pour battre une équipe comme l'UBB qui était venue avec de belles intentions et qui a fait plutôt un match solide. Bon, après on va en Ouais, discuter, ouais, mais on va en discuter de l'UBB, mais c'est vrai que première mi-temps, je ne nous ai jamais senti trop en danger. Il y a, comme je le disais, cette mêlée qui en fait, les amène dans notre camp et derrière ils marquent, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'on était quand même bien au-dessus. Après, enfin, faut pas manquer d'humilité non plus, mais tu vois, c'est vraiment l'impression que j'avais. J'ai trouvé leur 10 Méliande, il coûte un peu cher, je trouve, pour eux, parce que en fait, à la 7e minute, ce drop qui vient un peu de nulle part, cette tentative en tout cas, il est raté, je trouve que c'est un peu déjà un aveu de faiblesse très très tôt dans le match et vraiment le drop en plus c'est un peu cata. Et pour moi, le tournant du match, c'est aussi un peu cette pénalité manquée à la 57e qui est relativement abordable. Avant l'heure de jeu, ils ont l'occasion de scorer encore en supériorité numérique, ils le font pas. Et finalement, tu vois, c'est 2 fois 3 points qui peuvent coûter un peu cher. Enfin, ouais. Et en plus, je comprends même pas pourquoi, d'ailleurs, pourquoi ils prennent les points. C'est-à-dire que Boniface se prend un carton jaune, donc t'es supérieur devant, enfin numériquement du moins, et en plus tes essais tu les as marqués sur après une phase de statique portée et après des pick and go. Et là t'as un avant pour moi en défendre. Donc tu vois pourquoi aller pas chercher ce plus 5 bon, ouais. je j'ai pas trop compris. J'étais même très content qu'ils prennent les 3 points. Donc même si on les prenait, après on repartait dans leur camp et on leur remettait la pression. Parce que les sorties de camp n'étaient pas aussi efficaces que nous, on va en parler avec Max, mais ouais, j'ai pas très bien compris, et en plus il a loupe. Donc là, mentalement, effectivement, tu as raison, c'est un petit Ouais, tournant. j'ai Ouais. trouvé. Bon, voilà pour le loup. Je pense qu'ils ont pas, ils ont un peu embêté en touche, mais ça on y reviendra aussi avec Mika Guillard notamment. Mais oui, non, c'était pas l'opposition qui m'a le plus impressionné. Après, nous on a fait, comme tu dis, le taf, on l'a bien fait. Donc ça c'était cool. Mais d'abord, on va passer du coup au point d'amélioration. Vas-y, je te laisse commencer si tu veux. Bah, toujours pareil, les fautes. Alors c'est toujours pareil. Globalement, on s'est quand même discipliné. C'est-à-dire que là, on finit à 9 pénalités à la fin du match. Donc on peut se dire, bon, mais c'est bon, on est en dessous des 10 pénalités, c'est très bien. Mais il y a eu un moment, une succession de fautes. Et parfois, tu vois, l'arbitre compte, et même les stats comptent une faute, mais tu en as eu trois dans la même action. Donc ça arrive assez souvent. Et c'est vrai qu'à un moment, on a commencé à perdre un peu le pied, et on a enchaîné, mais plein de fautes, et des fautes bêtes évitables. À un moment, Big Ben qui va me déblayer sur le côté, Boniface qui fait un énorme plongeon. Enfin là, il y a rien à dire. Soit en fait il se jette sur le ballon et c'est faute parce que le ballon est toujours dans le ruck ou dans une zone 1 mètre autour du ruck, donc il a pas le droit. Et la deuxième solution, c'est que bon, il est clairement pas sur ses appuis, il soutient pas son corps. Enfin voilà, il y a deux fautes dans une faute, Oui, donc puis en plus, il fait carton. l'air de rien, il prend le ballon et il fait une passe quoi. Donc là, Ouais, ça du marche coup, pas ça a ça. énervé l'arbitre là. Et ouais, et puis pareil, à un moment, Jacobs qui lâche pas le plaquage, même si c'est dans le mouvement, mais il a pas suffisamment fait l'effort pour montrer qu'il avait lâché le plaqueur. Après, on reprend à portée. Et le problème, c'est que toutes ces fautes bêtes, en fait, c'est ce qui a permis au Loup de rester dans le match. Tu l'as dit, il y a cette mêlée où on a 14-0, on a un ballon d'attaque, plein centre. En plus, on les fait douter parce à chaque lancement de jeu, on arrive un peu à leur mettre le doute. Et là, on a Perchaud qui se trompe un peu dans la liaison. Alors, c'est pas forcément de sa faute, mais le problème, c'est que eh ben, ça fait pénalité contre nous. Donc ça fait une mêlée pas propre. Et là, on repart dans notre camp, on prend un essai. En deuxième mi-temps,
on fait 3 fautes consécutives qui amènent l'essai à la 44e de Simons. Donc c'est-à-dire qu'il y a Jacobs qui fait une faute parce qu'il lâche pas le Et plaquage. ça, Après, la ça part en première de touche. Jacobs, elle est dans leur 22 mètres. Ouais, c'est ça, dans la 22 mètres. Après, ça part dans la 50. On est sur le côté. Alors, je sais plus si c'est Jacobs ou Palu. On reprend une pénalité, on repart dans nos 22, donc c'est-à-dire, enfin, 3 fautes. Et ben, de ces 3 fautes, ils ont réussi à remonter le terrain et avec une pénale touche. Et bien après, ils nous ont mis la pression et c'est. Donc, tu vois, pareil aussi ça aussi. Alors, c'est pas une faute, mais c'est plutôt peut-être une mauvaise initiative où on relance ce ballon en fin de première mi-temps et donc après, on a ce truc où il y a Larrague en fait qui retrouve Mousquet, qui passe à Louis, qui se prend une cartouche, et après on prend ce contre par Massy. Et heureusement que le 9 fait le plus mauvais choix possible de Lyon avec ce Ah oui, petit coup de pied. juste avant la Mais mi-temps, effectivement, ils ont un gros temps ouais, fort, ils sont dans l'avancée, ils sont vraiment quasiment dans nos 5 mètres. Et oui, c'est le 9 qui fait le coup de pied qui ouais, va c'est en ça, ouais. touche. Et derrière, du coup, la touche est jouée, il me semble. Je sais pas pourquoi il fait ça. Ouais, c'est ça. Et après, il y a en Ouais, avant de Bastien du coup, Vertaillefer et puis mi-temps. un autre avant lyonnais. Exactement. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que on a fait trop de fautes débiles. Ça nous, on a Et tu toujours vois, ce il y a problème aussi parfois. les fautes. Alors, c'est toujours le cas, et moi, c'est plutôt une réflexion là sur le coup en y pensant, mais tu vois, quand on prend le premier essai, il y a déjà 3 ou 4 avantages. Et ça, elles sont pas comptabilisées, toutes ces fautes dans. Tu vois, ça pourrait C'est ça. compter comme une faute, parce que de toute façon, même si tu parviens à défendre, bah, ça siffle derrière. Mais là, on prend l'essai, donc c'est pas comptabilisé, enfin, il me semble. Mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de fautes. Et du coup, tu leur donnes l'opportunité d'exister, alors que je pense que on en parlera après d'un point positif, mais on était quand même enfin, on était supérieur du moins. Et je trouve qu'on les laisse dans le match par des fautes bêtes. Et donc ça, c'est vrai qu'il faudrait qu'on arrive à l'éviter, surtout si on n'arrive pas à tuer le match. Ce qu'on aurait dû faire, notamment avec, tu l'as évoqué, ces touches manquées qui auraient pu nous permettre en fait de respirer un peu, Mais quoi. avant les touches manquées, moi, je voulais mentionner les mêlées. Les mêlées, tu as mentionné du coup celles où on se fait pénaliser, mais il y en a quand même 3 où on se prend un bras cassé. Donc deux sur, il me semble que c'est 2 sur mêlée introduction UBB et une sur mêlée introduction Ouais. loup. Donc elle n'est pas comptabilisée comme une mêlée perdue celle-ci, mais tu prends 3 bras cassés, c'est du jamais vu. Enfin, c'est ultra rare. Alors en plus, je crois qu'une fois, c'est parce que on pousse trop vite. Après, t'as Retière qui introduit pas droit. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas été sifflé, mais cette règle existe et surtout en top 14, c'est particulièrement suivi. Ce sera pas le cas en Champions Cup, par exemple. T'as pas la même exigence. Je crois que c'est Reynal qui l'avait évoqué pour remettre un peu comment dirais-je, euh, d'équité pour disputer le ballon. En fait, c'est pour ça qu'ils ont fait l'effort parce qu'en fait, il y a des mecs qui introduisaient directement dans le 8 quasiment, tu vois. Donc, mais en plus, c'est voilà, pour les mêlées, c'est vrai que c'est un problème parce que je pense qu'on a été trop pressé, on n'a pas écouté les commandements de l'arbitre et c'est dommage parce que j'avais l'impression qu'on était peut-être pas beaucoup plus costaud, mais en tout cas suffisamment costaud pour avoir des ballons propres et pas subir en fait. Parce que j'ai l'impression que Sadi travaillait bien son gaucher et qu'il n'y avait pas de problème. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant ces fautes. Voilà, c'est bras cassés, c'est comme tu vois un lancer où t'as pas lancé parce que t'as fait des à-coups. Enfin c'est assez pénible et assez frustrant parce que c'est que quand t'écoutes pas les consignes de l'arbitre ça. Et donc c'est un peu pénible parce que ça effectivement ça fait des ballons d'attaque gratuits pour le loup. Donc c'est un truc à régler parce que je pense qu'il y avait moyen d'avoir plus de ballons propres et pour pouvoir Ouais, à la lancer notre rigueur, jeu, quand tu as quoi. un bras cassé sur introduction adverse, bon, tant pis, c'est pas si grave. C'est Quand ça. c'est sur ton introduction, là, et du coup, ça a été le cas 2 fois, donc les bras cassés, plus une pénalité sur nos introductions. Donc là, c'est vraiment des ballons Puis, que tu perds, quoi. ouais, c'est ça. Et la pénalité, en plus, ça fait mal Oui, parce que, enfin, déjà, tu prends un essai derrière et alors que je suis sûr qu'avec les temps de jeu qu'on aurait réalisé, on serait pas loin en fait de leur mettre une grosse pression, quoi. ouais, et du coup, on mentionne beaucoup que à l'extérieur, pour réaliser le match parfait, il faut être parfait en conquête. Bon, bah, ça n'a pas été le cas en mêlée et ça n'a pas été le cas non plus en touche, même si jusqu'à la 60e minute, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. On fait des Ouais, contres, on doit être à 9 sur 9 ou 10 sur 10.
Non, peut-être 9 sur 9. Et voilà, arrive avec l'entrée de Max Lamotte, malheureusement. Alors, il y a 62e touche contrée par Guillard dans les 5 mètres, aux 5 mètres du Loup. Ensuite, le Loup, du coup, se dégage. Je sais plus, il me semble qu'il y a il y a peut-être un en avant de notre part. Non, je crois qu'il Il dégage. Je crois dégage qu'il se juste, ouais, t'as dégage. raison. 63e, du coup, on est plutôt là au niveau des 40 mètres. Touche contrée, encore une fois, par le Loup. Alors, je sais plus qui la contre, c'est pas Guillard, c'est un autre joueur. Donc là, déjà, 2 ballons perdus, mais à la rigueur, tu te dis, bon, bah, c'est aussi le Loup qui a bien joué, parce que finalement, quand tu fais une touche, il y a aussi l'adversité. Tu me diras plus, mais j'ai quand même l'impression que, notamment la deuxième, il peut mieux lober le premier sauteur du Loup. Et tu à la 70e, du coup, où là, tu te dis, bon, c'est bon, on arrive dans leur camp, c'est aux 5 mètres du Loup. Et là, du coup, il y a effectivement, tu l'as mentionné, lancer en 2 temps, ce qui est interdit, ce qui fait bras cassé pour le Loup. Et on peut voir que Woki est très, très furieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ces touches à ce moment-là? On avait l'impression qu'on pouvait revenir, on était dans leur camp. Et puis là, on se saccage 2 grosses occasions, plus une touche dans les 40 qui aurait pu nous permettre de prendre le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. En plus, alors là pour le coup, autant bon, on a toujours évoqué le fait que c'était vraiment collectif, mais là je pense que c'est la mode qui est pas rentré dans son match, chose qui peut arriver. Moi je suis pas inquiet parce que la mode c'est un joueur qui a monté énormément de force, notamment dans les matchs qui comptaient. En phase finale, il devient hyper régulier, mais là j'ai l'impression qu'il est rentré, il était pas très concentré. Et pour moi en fait les 3 touches sont un peu pour lui. Euh, Tu vois la deuxième qui a été contrée au premier bloc, toi tu dis qu'il aurait pu lober. Bon, c'est vrai, tu as raison, mais à la limite, je trouve que c'est là où le contre était le plus beau. Il y a vraiment eu un jump du troisième ligne. Alors je me rappelle plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est l'ancien troisième ligne de l'équipe de France, numéro 6 du Loup. J'ai oublié. Bon bref, qui fait vraiment un beau saut et du coup il arrive à contrer ce ballon. Par contre, la première de Guillard, pour moi, c'est clairement la mode qui se trompe parce que il n'arrive pas à atteindre les mains, il lance trop bas parce que le bloc saut de Guillard, il saute tout seul en fait, avec juste un lifter. Et après, tu as ce lancer en 2 temps où clairement la mode dit c'est pour moi à Woki parce que Woki commençait à s'agacer parce qu'il comprenait pas pourquoi l'arbitre sifflait. Mais effectivement, c'est bien l'action en 2 temps, alors que le bloc saut de Cameron était complètement libre, quoi. Je pense que Donc ouais, c'est Cretin, ça non, c'est pour moi. Ouais, voilà, c'est ça, Cretin, exactement. Donc qui est un super sauteur et je trouve que bon, là, il va bien se le chercher. Bon, c'est là pour le coup, à part s'il fait un lancer parfait, c'est plus compliqué. Par contre, le premier pour moi, Guillard, le bloc saut, c'est un demi-bloc parce que il est pas vraiment levé par ses lifters. Il arrive à la choper parce qu'on lance pas assez haut et effectivement, tu as ce lancer à 2 temps. Et du coup, ça, c'est vrai que en fait, c'est des balles d'essai, quoi, tout simplement. Et donc là, c'est pour moi des petites erreurs individuelles, bon, qui ont pas porté préjudice, mais tu vois, c'est bon, ça nous a pas Et coûté trop tu cher, vois, mais bon, tu quand même. disais qu'en phase finale, il était connecté, etc. C'est peut-être aussi parce qu'il commence les matchs. Je pense que c'est aussi très dur sur ce poste-là spécifiquement, parce que tu peux pas tellement t'échauffer en fait aux touches. Tu sais, quand tu fais tes exos dans l'embut, je crois que c'est dans Rugby Confidentiel où il y avait le prépa physique de l'équipe de France. Et lui, en gros, il utilise des balles de tennis en gros pour activer un peu les mains, la dextérité, etc. Ça verrait pas grand chose au talon sur les touches, mais en fait, il expliquait que t'as pas le droit d'utiliser de ballon pendant l'échauffement parce que tu as le match à côté et que s'il y a un ballon qui arrive sur le terrain, bon, bref. Mais c'est vrai que du coup, quand tu es talonneur remplaçant, c'est ultra compliqué de se mettre dans le truc, sachant que potentiellement, tu viens de te prendre un gros plaquage ou t'as mis un tampon ou tu sors d'une grosse course, t'as pas touché le ballon. Enfin bref, je pense que c'est aussi assez compliqué sur ce poste-là spécifiquement de se mettre dans le match et de trouver les bonnes connexions en touche. C'est possible, mais en tout cas, il va falloir trouver des solutions parce que c'est Bah, important quand même, la surtout en solution, c'est première. la mode titulaire. Ouais, voilà. Mais bon, Barlow, il a fait 100% là, pour une fois. En plus, c'est des lancers, c'était hyper propre. Donc, tu vois, bon, j'espère qu'il va pas faire pareil quand il sera remplaçant, tu vois. Sinon, on n'est pas emmerdé, quoi, si il faut faire jouer le talon 80 minutes. Bah, c'était Barlow qui l'avait fait quand Everett était sur le banc, il me semble. Ouais, c'est ça, Est-ce que tu as d'autres exactement. points négatifs?
Bah, du coup, Barlow, tu mentionnais Bah Barlow. après, bah, c'est pas trop négatif Non, mais du le coup. coaching. Ça va être... Ah oui, exactement. Bah oui, j'ai pas trop compris. Voilà, après c'est un petit point négatif, hein. C'est que Barlow, je le trouvais bien en forme, il portait plutôt bien le ballon, il gagnait ses duels. En défense, il était plutôt costaud. Il fait 100% au lancer et du coup on le sort à la 48e, je crois. Ce qui je trouve est assez tôt, sachant que c'est pas comme si Barlow avait 6 matchs dans les pattes et que Lamotte n'en enchaîne pas depuis pas mal de temps. Tu vois, enfin, moi je m'aurais dit on aurait pu tu vois, sur ce match prolonger un peu Barlow pour lui redonner un peu du temps de jeu, au moins 1 heure, et puis que Lamotte fasse moins de 2 minutes parce qu'il va enchaîner beaucoup parce que là entre Toulouse, là il va enchaîner au Loup et je pense qu'il va enchaîner les 2 matchs de Champions Cup. C'est-à-dire qu'il va faire 4 matchs d'affilée. Ce qui est quand même assez significatif, notamment pour un talon, quoi. Ouais, et t'avais d'autres points, non, sur LBB notamment? Non. Ouais, bah, après ça c'est pareil, c'est des petits points négatifs, tu vois, c'est des LBB est en reprise, du coup, c'est un point négatif, mais au moins c'est rassurant, c'est qu'on n'a pas eu un grand LBB, mais mine de rien, on a trouvé des solutions, notamment offensivement pour marquer des essais. Mais c'est vrai qu'il a été bien muselé. Après, je pense que le temps était assez exécrable parce qu'on n'a pas vu non plus Vanicolo, qui est quand même l'arme du loup. Donc à mon avis, ça peut s'expliquer aussi par un terrain qui était très glissant, les appuis. J'ai l'impression qu'ils étaient assez tendus. Tu vois, dès qu'il y avait un crochet, ça glissait. Pareil, Madoche a été très discret dans ce match. Ouais, alors bah, justement pour les deux, moi j'ai trouvé quand même un peu dangereux. Mais alors, ils ont pas du coup marqué d'essai ou quoi que ce soit. Madoche, moi j'ai plutôt bien aimé, mais plus sur la partie chasse, sur vraiment son attitude, sa volonté. Je trouve que depuis qu'il est revenu là-dessus, il est irréprochable et je trouve qu'il en met même beaucoup plus Oui. que d'autres. En tout cas, c'est le body language qui montre et là-dessus, je trouve ça top. Et ouais, Nicolo, bah, c'est vrai qu'il marque pas d'essai. Par contre, il y a des petits moments où il te fait un peu frissonner, quoi. Et tu te dis, il y a des moments où il y a des jolis retours, Mais les notamment deux, de Louis, il me ouais, semble, c'est ça. où tu es content qu'il revienne, quoi. Mais les deux se surveillent. Enfin, c'était rigolo. T'as un moment, en première mi-temps, c'est Louis qui rattrape Vanicolo qui avait remonté parce que la rate son plaquage. Et en deuxième mi-temps, il y a un petit par-dessus qui est joué par Vanicolo. Louis le récupère. Et après, il commence à accélérer et Vanicolo l'attrape par derrière et Louis lâche le Ouais, ballon. complètement. On est bon sur les points négatifs, parce qu'on va peut-être passer aux points positifs vu on a gagné le match. Oui, Allez, c'est oui, parti. oui, oui, exactement. Et pour commencer les points positifs, bah moi j'ai parlé de gestion d'effectifs d'abord. Comme ça on parle d'un peu large et après on ira un peu plus en détail. Mais globalement, tu prends les deux derniers matchs, tu fais reposer Louis Bielbiarré sur le premier match à Toulouse, où là tu te dis on fait reposer le meilleur allié du monde contre Toulouse. Bon, tu prends 5 points. Là tu arrives à faire reposer Mathieu Jalibert, Jefferson Poirot, Adam Coleman notamment. Donc trois cadres quand même, trois titulaires clairs et nets, je pense, à part Poirot où tu peux avoir un doute avec Perchaud, mais globalement c'est quand même un très très gros cadre de l'équipe. Et tu vas faire un coup à Lyon, tu reviens avec 9 points sur 10, tu as pu faire tourner à la marge, mais tout de même tu as fait tourner. Donc franchement la gestion de l'effectif là-dessus, moi je la trouve absolument parfaite. Ouais, on est même mieux que l'année dernière où justement on avait tiré longtemps sur Louis et qu'il avait pris ses vacances assez tardivement. Je crois que c'était contre l'Ulster, non, qu'il avait pris ses vacances. Enfin, tu vois, on a été obligé de le mettre au repos en Champions Cup, ce qui est très rare. Mais ouais, effectivement, c'est une bonne remarque. Je pense que c'est un élément important. De toute façon, il faut qu'on arrive à reposer les mecs, surtout que Coleman, le problème avec la blessure de Caso, le départ de Gray, eh ben, lui, va falloir le protéger parce que c'est un joueur quand même qui a tendance à parfois se blesser. Donc, et on sait son importance dans le pack. Donc ouais, t'as raison, c'est vraiment de bon augure entre Louis qui est au repos et là Mathieu Jalibert. Heureusement qu'on a d'autres Factor X, tu vois, comme Damien Penaud, que j'ai encore trouvé énorme, moi, Bah, tu peux en parler au de centre, Damien. hein. Ouais, il fait encore des dégâts fous, hein. J'aime bien parce que là, il y avait plus d'interaction avec Moefana. Forcément, c'est une paire qui est très jeune, hein, et ils ont très peu de vécu ensemble. Donc, il faut tu vois, c'est peut-être pour ça aussi qu'on les a reconduits avant cette Champions Cup. Effectivement, ils vont engranger des minutes, mais mine de rien, ça permet en fait de créer un peu une relation entre les deux et j'ai trouvé que c'était de mieux en mieux. Il y a eu quelques lancements de jeu où les deux ont porté et sont trouvés de manière efficace.
Et puis ouais, Damien, il fait vraiment des dégâts, hein. Il a encore 8 défenseurs battus, il fait 4 passes après contact, il fait cette passe pour la Rag qui est magnifique, et Joseph va marquer. En défense, il fait 100%. On n'a pas trop vu Mazzi, si ce n'est sur un ballon de récupération. Donc ouais, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Bon, il n'a pas marqué son essai, mais bon. Mais en tout cas, au centre, il fait des sacrés dégâts. Et l'inquiétude qu'on avait, ben, pour l'instant, il est plutôt rassurant. Et en plus, il a rencontré des clients, tu vois, entre Gourgue, qui est quand même un futur probablement de l'équipe de France, qui est un très grand joueur, et Massy, qui est quand même un joueur qui est pas très coté, mais qui faisait des dégâts aux Fidjian Drua, et qui est international fidjien, puisque c'est le 13 des Fidji. Enfin, en tout cas, il a fait quelques parties avec eux. Donc ouais, c'est plutôt rassurant dans ce secteur défensif, et donc après offensivement, on sait que Bah, c'est surtout, une machine, quoi. tu pouvais avoir des doutes en défense, tu vois, avec un Joseph qui avait manqué quelques plaquages à Pau, il me semble. Damien aussi, Ouais, où du coup, bah, certaines personnes ont des doutes, même s'il a quand même rassuré quand même encore sur ce match-là. Finalement, en fait, quand tu as les stats sur le... Alors, le problème des stats, c'est qu'on va te dire, oui, tu as fait 90% au plaquage. Alors, l'UBB a sorti des stats. Je crois que les chiffres ils sont un peu gonflés parce que déjà ils mettent 100% au plaquage des trois quarts. C'est pas vrai, hein. Moi, j'ai en tête un plaquage raté de Lucu, enfin, et la la rag. Rag, plein centre. Tu sais, quand il fait la chasse, et que Vanicolo part, là, où c'est Ouais. Louis qui le rattrape, c'est clairement Donc, un je pense qu'on plaquage n'a pas raté. les mêmes sources, mais globalement, tu vois, au niveau des plaquages, on s'est assez peu troué, même s'ils ont réussi à trouver des failles. La limite de cette stat-là, c'est que on a quand même été pas mal pénalisé, qu'on a fait des fautes un peu bêtes. Alors, c'est pas que sur enfin, c'est pas sur les plaquages du coup, mais ça fait partie de la défense. En tout cas, sur les pénalités qui sont défensives. Moi, j'ai bien aimé la paire. Alors, pas la paire de centre, enfin, que j'ai bien aimé, mais c'est pas celle-là que j'ai mentionné. La paire 10-15 sur la couverture. Joseph Larag et Chan Mousquez, donc tous les deux très très jeunes, mais que j'ai trouvé ultra intéressant sur la gestion de la couverture. Et pour le coup, c'est de vrais points que je trouve Mousquet marque par rapport à Rayassi en 15. C'est qu'ils ont super bien alterné. Larag notamment, dominant plutôt sur les ballons hauts. Bon jeu au pied. Franchement, j'ai trouvé ça super intéressant. Et ils ont été très rassurants. Là où tu pouvais penser qu'on allait avoir une petite faiblesse, ben en fait, ils ont été plutôt dominants. Donc, très très bien là-dessus. Mais tu vois, dans les points négatifs, on évoquait que pour gagner à l'extérieur, c'est vrai qu'il faut être hyper discipliné et bon en conquête. Mais un des facteurs qui sont aussi importants, et effectivement, tu l'as évoqué, la défense, où là on a été relativement imperméable parce qu'on marque, on prend 2 essais, mais globalement on a été très solide. Et c'est vrai que dans l'occupation et la gestion de la pression sur les coups de pied, ils ont été très bons, hein, les deux, hein. Mousquet, alors en plus il est hyper courageux, parce qu'à un moment il s'est quand même tapé 2 chars d'assaut Ah bah, plein quand t'as le fer, numéro un et là, lui qui fait c'est sa charge là. ah ouais, putain, il se jette dans les. Et William, c'est pareil, hein, c'est 115 ou 120 kilos, donc ouais, c'est un courageux lui quand Ouais. même. Mais de toute façon, on le sent il est costaud, même s'il est petit, Ouais, là, mais il a c'est vrai pas qu'il est froid aux très yeux courageux. le petit basket. D'ailleurs, C'est vrai que à ouais. tel point que. Alors, le commentateur a confondu un peu Mousquet et la Hague, notamment en premier mi-temps. À tel point qu'en deuxième mi-temps, le commentateur a quand même confondu Van Rensburg et Mousquet. Parce Ça que quand par il a dit contre, Mousquet, je suis là, Mousquet, là, il a pris là quand même. Ben non, c'était Van Rensburg. ouais, il y a quand même une différence de cuisseau et de Ouais. biceps, mais c'est vrai qu'il est costaud. Il est costaud et Ouais. courageux. C'est vrai que c'est. J'ai regardé le match Toulouse-Montpellier. C'est vrai qu'Etchegaray, c'est un peu moins son point fort quand des mecs arrivent fort sur lui. Il a moins de tendance à se jeter dans les roues. Alors que Mousquet, putain, c'est assez impressionnant. Impressionnant sur ça, et c'est vrai que les deux ont été très bons. J'ai vu, alors j'ai lu, bon après c'était qu'un commentaire, tu me diras, mais quelques points qui avaient trouvé le match de Joseph pas abouti. Alors moi je l'ai trouvé très très bien. Les deux, de toute façon, que ce soit Mousquet et Joseph, c'est un premier match à l'extérieur. Je trouve qu'il a été extrêmement propre dans l'occupation, donc ses coups de pied de pression Ouais. étaient très bons. Il y a quelques choix. Il y a quelques choix, Les... effectivement, que ce soit de Mousquet ou de la Rague. Tu te dis, bon, oui et non, enfin, c'était pas le jeu et tu perds un ballon, tu finis en touche ou ce genre de choses. Forcément, Exactement. y a un peu de déchets. Mais vraiment, sur ce qui est important, j'ai trouvé qu'ils étaient tous les deux très bons. Et de toute façon, on le sait, le 10, s'il fait pas un match parfait, s'il break pas 5 fois, s'il fait pas un match à la Jalibert, tu auras toujours des gens qui diront que il n'a pas été assez bon. Moi, Ouais, mais il tu m'a vois, il vraiment. a. Enfin,
à son âge, faire un match comme ça à l'extérieur, vraiment top. C'est ça, ouais. Extrêmement serein dans le jeu au pied, il a pas pris trop de risques. Le seul risque où il a pris d'ailleurs, bon, on a pris ce contre, mais sinon globalement, il a très bien animé. Il marque un essai, hein, mais mine de rien, parce qu'il faut l'attraper le ballon, il faut être là quand Penaud lui file la gonfle. Ses coups de pied étaient très bons. En l'air, il a été fort. Et puis Mousquet, c'est pareil, il a rattrapé quelques coups, il a été solide, la couverture était bonne. Il a peut-être pas la profondeur au pied d'un Buros ou d'un Louis, mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc ouais, franchement, j'ai trouvé les deux très très bons et je pense qu'ils ont permis de résister à un jeu de pression du Loup. Et après, dans l'occupation, ils ont bien répondu, même s'ils ont quand même bien été aidés par le patron qui a été encore monstrueux là-dessus, quoi. C'est vrai que quand t'as Max, c'est incroyable, hein. Les stats que j'ai, c'est que il fait à peu près 40 mètres par jeu au pied. C'est monstrueux quand tu regardes ce qui a été fait par d'autres neufs. Tu vois, Bayonne, Germain, c'était 27 mètres. Genot, contre le Stade français, c'était 28 mètres. Et Carbonneau contre Pau, 23 mètres, donc par coup de pied. Donc il fait pratiquement parfois le double, rien que sur ses jeux au pied. Donc ça montre en fait la puissance de ses sorties de camp, la puissance aussi de, la force qu'il a aussi, c'est qu'il peut envoyer des quilles et des box kicks, mais hyper loin, mais en même temps, comme ils sont hyper hauts, et bien en fait, t'as un temps de suspension qui est énorme. Ouais, il fait encore un match de patron, et ça, dans l'occupation, de toute façon, pour les matchs à l'extérieur, enfin, c'est extrêmement précieux, et c'est vrai que quand t'as Max, t'es quand même très très bien rassuré, quoi. Ouais, en défense, enfin, vraiment, ouais, match de patron, il passe en 10 à l'heure de jeu quand Retière rentre et que Larac sort. La vitesse des rucks aussi, tu voulais mentionner? Ouais, parce que tu vois, ça me faisait rire parce que la semaine dernière, on a eu énormément de mal. Et donc Willis nous a pas mal échauffé parce que visiblement on a quand même fait des efforts là parce on est à 72% de ruck rapide, donc ce qui est quand même pas mal. Et c'est vrai qu'on a pu mettre de la vitesse et ce qui nous a permis en fait de trouver des solutions et de pouvoir marquer des essais même si on en marque que 3. Ouais, bah, avec un peu plus de discipline, on a peut-être marqué un peu plus. Moi, je voulais aussi mentionner le banc et sa composition. On a clairement un banc pour. Bah déjà, alors, Woki, généralement, il sort pas du banc, mais déjà, on peut le mentionner parce qu'il fait encore un match stratosphérique. Il est vraiment très très fort. Ouais, Et on mentionne tout le temps ses contres en touche. Alors oui, il en fait un, il me semble. Mais dans le jeu ouais. courant, il est aussi ultra, ultra précieux. Et il avance, il joue après contact. Il a des mains aussi pour rattraper. J'ai le souvenir d'une ou deux passes qui rattrape, franchement, costaud. Que ce soit, des fois, il se retrouve sur l'aile et il te fait gagner 15 mètres. Enfin, c'est vraiment. C'est là où Ouais. c'est là où vraiment tu commences enfin, il m'impressionne de plus en plus. C'est vrai qu'il avait pas ça au début de saison. C'est que maintenant il est hyper dominant en fait dans les impacts. Alors c'est pas des impacts directs, c'est pareil, c'est l'évitement, mais il est très très dur à prendre, hein. Vraiment, on a vraiment l'impression de revoir. Je l'avais évoqué encore le Fidjien Nakarawa. Enfin, tu vois, il prend un peu le ballon à une main. T'as trois mecs sur le rable et puis il arrive quand même à libérer une passe dans l'axe. Plusieurs fois il fait ça. Il fait bien jouer les autres. À un moment il décale Van Resbourg. Ouais, vraiment, il nous a fait vraiment du bien. Et puis, tu fais rentrer Woki dans un match, comme tu l'as dit, ben, tu sais que tu auras à minima un ou deux contre Ouais, rouges. pour continuer sur le banc, tu l'as mentionné, Van Rensburg aussi, il fait. Voilà, là, il est lancé, là. Il a vraiment lancé sa saison et pareil, dominant sur les impacts, il avance, il te fait gagner 5 mètres sur chaque ballon porté. Enfin, c'est un C'est ça. gros, gros plus de l'avoir en forme. Il a été vexé contre Castres, où il s'était fait un peu trouer en défense. Et alors là, en défense, je le trouve très solide, parce qu'il va chercher les jambes. Et puis en attaque, bon, ben, ça y est, on a retrouvé le Van Rensburg buffle qui arrache toutes les défenses. Donc, bah, c'est de bon augure, hein, en fait, pour la Champions Cup, parce que, tu vois, mais c'est bien, là, tu vois, il y a l'ère des phases finales qui arrivent, et t'as des mecs qui commencent à redevenir en méga forme. On les a pas mentionnés, mais t'as des mecs comme Beauchaton qui reviennent très bien, Bastien Vertaillefer qui encore enchaîne une très belle performance, Van Rensburg, donc ouais, Bah, c'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Dylan, hein, c'est que là, les mecs, il faut qu'ils se montrent s'ils veulent accrocher leur place dans les c'est 23 vrai. pour les matchs qui comptent. T'as pas du tout envie d'être en tribune ou 24e sur un match comme celui qu'on va voir dimanche avec un Chaban plein, soleil, match en jeu, et encore moins si on se qualifie pour la semaine d'après.
Là, il se montre et franchement, tout le monde se met au diapason. Retière aussi, qui a fait une bonne entrée en Ouais, numéro 9. Moi, je suis pas tellement fan de Retière en 9. Là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il attaquait beaucoup les bords de ruck et il mettait pas mal d'incertitudes. Ce que fait peu Max Lucu. Max Lucu, j'ai trouvé aussi OK en numéro 10. Notamment sur le jeu au pied, il a été plutôt bon. Après, niveau création, etc., ce sera jamais un Jalib. Mais Retière fait quand même une très bonne entrée. ouais, ça fait 2 rentrées où il est solide. En plus, j'ai l'impression que c'est bon, la tête est soignée. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on avait peur, parce qu'à chaque fois qu'il prenait un pet au crâne, il tombait KO. Là, il a pris 2-3 coups et ça tient. Donc j'étais plutôt rassuré sur ça et sur le fait qu'il réattaque la ligne. Après, comme toi, hein, je pense que c'est bien en sortie de banc. Par contre, si on doit démarrer un match et que Max n'est pas là, je pense qu'il faut pas oublier les matchs qu'a fait Pagerello, notamment La Rochelle, son pré-match où il était titulaire, son match à Northampton où il avait été excellent. Après, voilà, Ah non, mais tu... il faut d'autres choses Non, mais clairement, pour jouer au poste 9. en fait, pour dépanner sur un quart d'heure, 20 minutes ou peut-être plus, mais sur un match, oui, c'est très bien. Après, sur un match complet, tu as besoin d'un vrai neuf. Pagerello et même Uto, de toute façon, on l'a vu plus tôt dans la saison que dans la hiérarchie, en tout cas, de titulaires, au poste numéro 9, Retière, il est quatrième. Donc, mais Je parce qu'en pense, ouais. fait, il offre aussi cette polyvalence-là sur le banc. Par contre, c'est bien qu'il fasse ces rentrées-là parce que ça On va en rassure quand parler même, tout tu à vois. l'heure, mais je pense qu'on va basculer assez vite, en tout cas sur Champions Cup, sur un banc en 6-2. Donc Ouais, oui, effectivement, c'est bien qu'il fasse ces rentrées-là. tu vois, parce que comme ça, moi, tu te dis, bon, mais soit Mathieu, soit Max, suivant le temps de jeu, et on sait mais qu'il y a des joueurs plus ou moins fragiles, et il y a certaines, comme l'avait dit évoqué Bru, tu vois, il y a certains temps quand on rentre dans la fatigue après la 60e où Mathieu a tendance à être plus usé et potentiellement se blesser. Donc là, forcément, tu as des certitudes si tu as Retière et surtout si tu as à côté Max qui peut toujours avoir ce pied, Ouais, quoi. complètement. Donc encore une bonne rentrée de Retière. Un autre sur le banc, bah, on l'a vite fait mentionner, mais Big Ben. Et tu vois, quand tu as un Big Ben, pourquoi tu t'embêtes à faire des combinaisons à 5 mètres? Big Ben, il touche le ballon avec le pied, il va tout droit, il prend quelqu'un au cul, boum, deuxième poussée, et en fait, t'as pas besoin d'autre chose, quoi. En tout cas, c'est sûr que si tu défends pas très bien, ça paye, enfin tout de suite tu payes l'addition, quoi. C'est-à-dire que là ils sont un peu mal placés, et bah c'était mort. Hop, tu te retrouves dans le but. Et c'est vrai que Big Ben a fait des sacrés dégâts. Et puis c'est pareil, là, c'est tellement idéal de pouvoir aligner un Sadi pendant 40 ou 50 minutes et après faire entrer Big Ben pour tout Ouais. dégommer, quoi. Parce que là, on Donc mentionne l'essai, mais il t'a fait des charges. Donc ouais, il ouais. y a ce aussi double plaquage sans les bras. D'ailleurs, on en reparlera, mais qui s'est blessé là-dessus parce qu'il y a une story Instagram qui laisse un peu présager ça. On n'en sait pas plus. Mais il t'a fait 5 ou 6 charges tellement dominantes Ouais. pendant sa rentrée que incroyable. Ouais, lui, ils sont toujours monstrueux, et puis en plus en mêlée, il est toujours aussi solide. Alors il va pas dominer comme un Sadi, mais au moins tu peux caler la mêlée. Je pense que ouais, pilier là pour ces 2 matchs qui vont arriver, on est serein. Entre Perchaud, Poirot, Big Ben, Sadi, je pense qu'on peut voir venir et ça Ouais. c'est cool. Perchaud qui est. Alors, du coup, Bonny, il est sorti au moment de l'essai parce que c'est Perchaud qui va pousser aux fesses de Big Ben. Mais il n'était pas tout seul. Il était aussi avec un certain Elijah Ipsayen qui faisait sa première. Il a joué une vingtaine de minutes. Qu'est-ce que tu en as pensé de sa première, la première tente attendue de Elijah Ipsayen? Alors déjà, j'étais déçu qu'il rentre en 7, tu vois? Je l'aurais quand même gardé en 8 et je sais pas pourquoi, ouais, je pense que c'est pour le «protéger» entre guillemets, de pas trop l'exposer derrière la mêlée, mais j'aurais préféré le voir en 8 que Bastien Werntheifer. Voilà, bon ça c'est mon opinion. Et après ouais, ça m'a un peu rappelé, son 1er match U20 où entre guillemets il était un peu timide parce qu'il n'était pas encore dans toutes les combinaisons offensives. Tu vois, il a pas pris le ballon dans les cellules de gros, il a pas pris le ballon au milieu. Voilà, il a porté que 2 fois le ballon. À un moment, il s'est tapé le mur chat, mais il a été très malin. Il a conservé le ballon, et il a pu servir Retière. Et pareil au milieu de terrain où il se fait attraper, et tout de suite il arrive à se mettre à genoux pour pas se faire coffrer le ballon. Donc ça montre un peu la technique et le QI rugby qu'il a. Et après, je l'ai bien aimé parce que bon, il s'est rassuré dans les soutiens. Donc, il a toujours été présent. C'est lui qui accompagne Big Ben au niveau de l'essai. Sur chaque charge, il était présent et il déblayait à chaque fois.
jamais les mecs du Loup ont pu soit poser les mains, soit nous embêter. C'était extrêmement propre. Donc voilà, c'est un premier match pour se rassurer, je pense, sur son niveau et, euh, et voilà, sur l'appréhension en fait d'un match de top 14. Mais voilà, j'ai déjà hâte de le voir et qui touche plus de ballons. Ouais, son entrée me rappelle un peu celle de Zapedowski, par exemple, tu sais, où en fait, tu aides à laisser de la gagne. Il me semble que c'était à Castres, Zapedowski, si j'ai pas de bêtises. Montauban, non? C'était pas Montauban le FC de Ouais, peut-être Poirot, il était Montauban, pas t'as là? raison. Où t'es un peu discret. Alors, Zapedowski, je crois qu'il joue encore moins, mais t'es un peu discret, t'essaies de participer aux tâches de l'ombre et tu te récompenses en étant acteur, pas principal, mais secondaire sur un essai. Donc, très cool. Tu participes à une victoire à l'extérieur pour ta première. Donc, ouais, comme tu dis, on a hâte d'en voir un peu plus de Ipsayen. Est-ce que t'as. Mais il a joué 3 minutes contre Castres, donc tu avais Ouais, raison, à ah oui, domicile. oui, non, mais c'est pas ce match-là. Et, et 9 minutes à Ouais, Montauban. donc il avait quand même bien moins joué. Mais tu vois, ça Ouais. me rappelle un peu, comme tu dis, les tâches de l'ombre, tu te rassures. Donc hâte de les revoir tous les deux, et notamment Elijah. T'as d'autres points toi ou pas? Mais non, pas forcément. Mais tu vois, Jacob aussi, c'était pareil. Son premier match à Perpignan, c'était un peu ça, où tu vois, il s'était rassuré vraiment dans ses tâches défensives. D'ailleurs, là, il commence à devenir de plus en plus intéressant. Je trouve même offensivement, il commence à gagner ses duels et tout. On voit qu'il évolue bien. Il faudra juste comme d'habitude, qu'il se discipline, mais il est quand même de plus en plus intéressant lui aussi, hein. Ouais, moi je voulais juste mettre un petit mot sur Palu, le cyborg. Bah, voilà, on est en avril. Il a joué tous les matchs. Alors peut-être que c'est encore plus mon chouchou depuis qu'il est passé ici et qu'il avait été super cool. Mais là, tu vois, que ce soit en 4, en 5, là, il est accompagné de Jacobs et bah, ils font pas du tout pas le figure. Franchement, c'est un guerrier, il donne tout pour ce club et du coup, c'est trop. Enfin, lui et Woki, franchement, les recrues, on le répète toutes les semaines, mais encore un gros combat de Boris Palu et on le remercie. Est-ce qu'on passe au point de classement? Allons-y. Allons-y au point de classement. Et au classement de ce top 14, alors l'UBB ne gagne pas de place puisqu'on reste quatrième avec 59 points, tout comme la section paloise, tout comme le Stade français. Bon, Toulouse, ils ont 12 points d'avance. Derrière nous, Montpellier, cinquième avec 57 points. Montpellier qui a donc perdu contre Toulouse à Toulouse. Ils avaient envoyé une équipe un peu remaniée. Et derrière, sixième, c'est Clermont à 52 points. Donc déjà 7 points derrière nous. Septième, le Racing à 50 points. Et ensuite, il y a Castres, La Rochelle, Bayonne, Toulon, Le Loup. Il ne faut pas qu'on soit à égalité avec la section paloise ou le Stade français en fin de saison. On le sait depuis un petit moment maintenant, mais niveau point de terrain, on est battu. Donc, que ce soit une égalité à 2 ou à 3, comme c'est le cas actuellement, on sera quoi qu'il arrive derrière eux, parce qu'on rappelle que c'est pas le goal average entre guillemets qui compte, mais bien les points de terrain. Et vu qu'on a perdu nos 4 matchs contre ces deux équipes, on sera forcément derrière. Il nous reste encore à jouer Montpellier et Clermont à domicile, il me semble. Donc eux, c'est rien n'est joué concernant les points de terrain, même si on avait tous les deux perdu là-bas. Que dire de plus? En soi, là, ce qui va compter, c'est aussi ce bloc de deux matchs de Champions Cup. Il y a deux issues. C'est est-ce qu'on est encore en vie en Champions Cup? Et auquel cas, ça veut dire que d'une part, tu as le Stade Toulousain qui ne l'est plus. Donc, tu as potentiellement une voie, pas royale, mais en tout cas, tu arrives en demi que tu vas jouer à domicile début mai ou fin avril. Euh, et du coup, bah, en fait, tu es quand même bien positionné sur ce top 14 puisque tu as 9 points d'avance sur le 7ème. Donc tu peux te permettre de perdre quelques billes. Tu as deux matchs à jouer en Champions Cup pour aller chercher un trophée. Et bah, du coup, tu seras potentiellement top 6 ou top 4 en fin de saison et tu auras un match de barrage. Et ensuite, derrière, sur un match, tu peux battre tout le monde. Et si tu es éliminé, donc soit en 8ème contre Leicester, soit en quart contre soit Bristol, soit Toulouse, bah en fait, ça te libère 2 ou 3 week-ends qui vont te permettre d'aligner les meilleures équipes possibles pour aller d'une part chercher ce top 2 et ensuite bah, d'arriver le plus frais possible pour les phases finales de top 14. Donc finalement, quelle que soit l'issue, bah, tout est jouable et on est franchement sur une belle dynamique permise par cette victoire à Lyon.
Ouais, effectivement. Et en plus, enfin, tu sais, quand on regardait le calendrier en début de saison, quand tu disais que les 6 derniers matchs, tu allais à Toulon, à La Rochelle, à Bayonne et que tu recevais Montpellier et Clermont, tu disais putain merde, le calendrier de fin, il faudra prendre les points avant. Et finalement, tu vois qu'il y a des équipes qui sont un peu en difficulté. Tu vois, La Rochelle, bah, ils ont perdu encore 3 joueurs majeurs entre Botia, Skelton et Nignashvili. Toulon, c'est vraiment une grosse crise. Tu vois, je pense que la problématique avec Mignoni et après je pense qu'il y a quand même quelque chose de cassé. En tout cas, mentalement, ils sont pas très bien. De toute façon, ça se voit avec les résultats, hein. Même s'ils n'ont pas fait un si mauvais match à Perpignan, en fait, ils explosent à la fin et ils prennent 2 essais coup sur coup en 5 minutes. Ouais, tu te disais que ça allait être chaud et en fait, bon, ben, t'as des opportunités. Donc effectivement, ça va un peu dépendre de la Champions Cup et ça peut aussi dépendre aussi de comment nos entre guillemets seconds couteaux vont se comporter, tu vois. Parce que forcément, il va y avoir pas mal de rotations si on, tu vois, après ces 2 matchs de Champions Cup, si on passe Leicester et après suivant qui on rencontre en quart, mais du coup, il va sûrement falloir mixer à La Rochelle et donc c'est là où les mecs qui ont un peu moins joué vont devoir faire des grands matchs. Alors l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a des mecs qui ont quasiment pas joué, tu vois, des Swinton, des Duprez, Falatea, Barlow qui a très peu joué finalement, qui vont revenir. Même Caso, ce sera peut-être dans ces eaux-là. Je sais pas Ouais, combien même on Konorsa, il a estimait. pas tellement joué cette saison. Effectivement, tu vois. Donc, alors il y a certains postes où ça va être un peu plus flux tendu, mais tu vois, les Joseph vont pouvoir enchaîner, probablement des Ipsayen, des Mousquets, si alors peut-être que lui il sera concerné par la Champions Cup, mais voilà. En tout cas, c'est eux qui, si on se qualifie en Champions Cup, c'est eux qui vont déterminer un peu la fin de la saison, quoi. Ouais, mais de toute façon, enfin, ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que là, on peut faire du coup toutes les. Parce que du coup, tu as un scénario où tu passes les 2 prochains matchs, un scénario où tu es éliminé en quart, un scénario où tu es éliminé en huitième. Donc, pour chaque scénario, il va y avoir une gestion d'effectifs qui va être forcément différente. Mais voilà, enfin, tellement excité par cette fin de saison là qui nous attend sur les 3 prochains mois. Ça va être incroyable. Il reste 6 matchs de saison régulière de top 14. 4 matchs maximum de Champions Cup, donc une dizaine de matchs et on est aux phases finales de top 14. Donc ça va arriver très très vite. Voilà pour le point classement. Je pense qu'on a fait le tour. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on retrouve les fondateurs de Coup Gagnant pour qu'ils nous expliquent un petit peu plus leur concept et qui répondent du coup aux questions qu'on a à leur poser. Et puis on se retrouve juste après pour les actus du club. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, on reçoit les 2 créateurs de Coup Gagnant, qui est le premier partenaire des UBBistes. On est très heureux de les avoir avec nous, surtout en cette période de retour de la Champions Cup. Avant d'expliquer un petit peu le concept, est-ce que Antoine et Mathieu, je pouvais vous demander de vous présenter un petit peu rapidement? Ouais, ouais, carrément. Je peux commencer. Moi, c'est Mathieu. Donc, on est originaires tous les deux du sud de la France. Et actuellement, là, moi, j'habite sur Paris. Donc, on a lancé la boîte il y a quelques années, mais on travaille toujours chacun de notre côté. Donc, moi, je suis kiné sur Paris. Et bonjour à tous, donc moi c'est Antoine. Comme Mathieu l'a dit, on a grandi dans le sud de la France, à côté d'Istres, pour être un peu plus précis. Moi je suis un background ingénieur logiciel et actuellement je vis aux États-Unis. Donc ça me permet un petit peu de manager ma vie professionnelle et puis coup gagnant en jouant un petit peu avec les time zones. Donc voilà. Ok, bah écoutez, tous les deux, on est très heureux de vous avoir parmi nous pour cet épisode. Bon, moi, j'en parle un petit peu du coup depuis quelques épisodes et je l'explique avec mes mots. Mais est-ce que du coup, vous pouvez nous dire qu'est-ce que Coup Gagnant? Bien sûr, bah, de toute façon, tu l'as déjà bien expliqué, mais comment nous, on se présente déjà comme une plateforme de billetterie avec un concept simple mais fort à la fois. C'est tout simple, en fait, tu choisis ton équipe favorite et si elle se qualifie pour la finale, à ce moment-là, tu gagnes ta place pour assister à la finale en tribune. Voilà, malheureusement, si tu perds, il y a quand même une partie de ton argent qui est reversée à une association du milieu sportif. Sûrement qu'on y reviendra un peu plus loin. Mais voilà, c'est un concept assez simple, qu'on a développé, qui peut marcher pour beaucoup de sports, mais
du coup qu'on a développé pour le rugby et avec d'autres sports avec lesquels on est déjà partenaire aussi. Bah, justement, tu dis que vous travaillez sur d'autres sports. Ça fait plusieurs années que Coup Gagnant existe et je crois que vous avez bossé aussi avec le basket, c'est ça? Ouais, ça fait du coup notre premier partenaire c'était avec l'Euroleague, c'est l'Euroleague de basket qui nous a fait confiance les premiers et ça a bien marché puisqu'on a fait le Final Four à Vilnius, à Vilnius ou à Riga, je sais plus, à Vilnius et À à Kaunas. à Kaunas en Lituanie, pardon, j'ai mixé en 2023 et le Final Four à Berlin en 2024 où on a amené plus de 1000, on a fait gagner plus de 1000 personnes à Berlin, des personnes qui venaient de tous les horizons d'Europe parce que l'Euroleague, bon, il y a plus de pays impliqués que la Coupe d'Europe de rugby par exemple, donc il y avait des Espagnols, des Turcs, des Grecs. Donc voilà, l'Euroleague nous a fait confiance. Après, on a commencé à travailler avec le PCR et on essaye de développer avec des partenaires qui nous font confiance, tout simplement pour intégrer d'autres sports, quoi. Le PCR, du coup, qui est l'organisateur de la Champions Cup et de la Challenge Cup, parce qu'on parle beaucoup, du coup, nous, de la Champions Cup, mais vous faites aussi le coup gagnant sur la finale de la Challenge Cup. Ça nous concerne moins cette saison. On espère que ça ne concernera toujours pas la saison prochaine. C'est quoi parce que j'imagine que vous recevez beaucoup de questions sur le concept et que vous avez besoin de faire un peu de pédagogie et de rassurer parce que ça peut potentiellement faire un peu peur, une nouvelle plateforme d'achat comme ça. On entend notamment sur le France-Écosse qu'il y avait pu avoir des affaires de billets via Gogo, etc., où des gens sont restés devant le stade. C'est quoi les questions qu'on vous pose le plus fréquemment? Ouais, bah, c'est un peu, c'est un peu vrai. Il y a quand même pas mal d'arnaques sur Internet, donc on comprend totalement les interrogations que les gens peuvent avoir, parce que là, on le présente de vive voix, donc de suite ça fait vrai, mais quand une personne découvre le concept avec une simple phrase sur Internet ou sur une pub par exemple, on sait que la première réaction de la personne qui lit, c'est où est l'arnaque en fait? Est-ce que c'est vrai? Comment ça fonctionne pour moi, comment ça fonctionne pour eux, etc. Donc nous, on est assez transparent, on dit clairement que nous, on est partenaire des organisations, on n'achète pas des billets à côté, nous, on lit des contrats avec les partenaires qui nous réservent, on pourrait dire, un stock de places en début de saison. Donc là, si on prend l'exemple de la Champions et de la Challenge Cup pour le rugby, on a 200 places réservées pour chaque finale. Donc bien sûr, elles sont à nous dès le début de la saison. Donc ça, c'est un deal qu'on a avec le PCR. Et ensuite, notre contrat avec eux fait que on peut revendre ces billets via notre concept de billetterie sur notre plateforme directement. Mais on n'est absolument pas une plateforme externe comme Viagogo peut l'être ou quoi que ce soit. Nous, on est lié à l'EPCR et c'est une chose qu'on essaie de mettre en avant aussi pour rassurer le client qui nous découvre tout simplement. Ouais, puis rien qu'avec le PCR, c'est pas la première fois que vous faites ça, ou ça fait plusieurs saisons que vous êtes avec eux. L'an dernier, vous aviez envoyé des gens à Cardiff, par exemple. Ouais, c'est ça. Bah là, c'est la Toi, 3. Vas-y, Antoine, vas-y si tu veux. Ouais, c'est la troisième année. Donc, on a fait Londres dans un premier temps, où c'était la première finale, c'était Toulouse-Leinster, il me semble. L'année dernière, Cardiff, avec du coup, il y a eu deux surprises quand même. Ça reste une Ça surprise. dépend pour qui, hein. Ouais, voilà. Il y a quand même, bon, d'un point de vue coup gagnant, ça restait deux surprises que l'UBB et Northampton aient en finale. Et cette année, c'est la troisième année. Et on est aussi excité de continuer parce que l'année prochaine, ça sera les finales à Lyon. Donc nous, on est français quand même. Donc on aime bien quand les événements ont lieu en France. Donc on est excité aussi de continuer avec le PCR, quoi. Et du coup, comment ça fonctionne donc, quand il y a un prix affiché à 70 et quelques euros, quand on va sur le site, on voit qu'en fonction des équipes, le prix est plus ou moins élevé. Je crois que pour l'UBB, en ce moment, c'est autour de 30 euros. Comment vous fonctionnez? Ouais, bah c'est ça. En fait, nous, de notre côté, on alloue une cote. Là, du coup, on rentre vraiment dans l'aspect un peu pari sportif du concept. Même si on n'aime pas utiliser le terme, c'est un terme qui peut du coup faire comprendre comment ça fonctionne. C'est qu'on alloue une cote à chaque équipe et le prix public de la place qu'on détient. Donc là, par exemple, si on prend l'exemple de la Champions Cup, la place qu'on a, elle vaut 73 euros. Et en fonction de la cote de l'équipe,
ça donne un prix final. Et donc forcément, toutes les équipes ont une cote, donc une chance différente d'atteindre la finale. Donc chaque équipe a un prix affiché qui du coup varie tout au long de la compétition. Parce que si on prend Toulouse qui était un grand favori au début de la compétition, en poule ils ont fait plutôt des matchs très moyens, voire mauvais. Donc le prix a bien chuté et est encore bas aujourd'hui par rapport à l'UBB du fait que si il se retrouve en quart, ça sera l'UBB qui recevra le quart de finale par exemple. Mais pour donner un peu plus peut-être des chiffres, comme ça sera un peu plus parlant. Donc sur un prix public à 73 euros, pour une équipe très favorite comme l'UBB, on est sur un prix qui est à 32 euros. Donc bien moins de 50%. Et si on fait un peu la polarisation, on a des équipes outsiders, comme Castres par exemple, qui sont à 4 euros. Donc là, on est même à un peu moins de 5, enfin, un peu moins de 5% du prix du billet. Et donc, certes, ça reste un montant, mais on voit qu'il y a un spectre de prix qui est très large entre les équipes favorites et les équipes outsiders. Et comment vous faites si vous vendez plus de tickets coup gagnant qu'il n'y a de tickets disponibles? Est-ce que vous limitez ou est-ce que c'est un tirage au sort ensuite? En fait, nous, pour être en accord avec notre concept, on divise le nombre de tickets par le nombre d'équipes qui est en finale. Donc, c'est-à-dire là, on a 200 tickets. Donc, on va limiter 100 tickets par équipe. Et une fois qu'on a vendu les 100 tickets par équipe, eh ben, on bloque la vente. C'est sold out, c'est comme une billetterie classique. Et ça veut dire que chaque personne, en fait, qui va acheter un billet pour son équipe, bah, il n'y aura pas de tirage au sort, en fait. Elle est sûre d'avoir son ticket pour la finale. Et c'est comme ça qu'on enlève tout cet aspect aléatoire. Euh, Malheureusement, il y en a qui vont être déçus s'ils n'arrivent pas à temps, mais c'est aussi le but du jeu d'une billetterie classique aussi. On peut pas vendre plus de places que ce que l'on a, quoi. Et au final, en termes de prix, en fait, on paye une fois et puis après, on reçoit juste le ticket. Il n'y a pas d'autres frais une fois qu'on a acheté le billet. Non, 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 ça c'est exactement aussi ce qu'on met en avant quand on a des questions, c'est que maintenant, ce qui se fait de plus en plus, c'est qu'on achète notre ticket et au moment de payer, hop, il y a des petits frais qui arrivent, sûrement c'est des frais, envoyer le billet en digital, etc., 2 euros, etc. Nous, non, c'est le prix indiqué, le prix payé, et il n'y a pas de frais supplémentaires qui interviennent a posteriori. Donc, une fois que vous avez acheté votre ticket coup gagnant, si votre équipe est en finale, c'est fini, y a rien à rajouter. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si on perd ou vous avez mentionné des associations? Comment ça fonctionne? Est-ce que j'ai quand même une chance d'aller à la finale? Comment ça se passe? Alors en fait, quand l'équipe ne va pas en finale, nous, on va faire un tirage au sort. Ça, c'est l'une des premières règles. On va faire un tirage au sort parmi les perdants. Donc, il va y avoir deux personnes qui vont quand même gagner un ticket pour la finale. Ça permet de garder une chance aussi. Et le deuxième concept qu'on a mis en place, vu qu'on a grandi dans un pays où les associations sportives nous ont quand même beaucoup aidé à découvrir tout un tas de sports quand on était petit. On parle pour des expériences personnelles, mais globalement en France, on est assez bien servi là-dessus. On avait une volonté forte d'essayer de reverser une partie de nos revenus à des associations liées à la compétition. Donc, on a pu travailler avec des associations dans le milieu du rugby pour les deux dernières éditions, donc notamment avec une association qui est liée au Cardiff Blues l'année dernière, où on a amené des enfants du coup au stade. On avait aussi pour le basket travaillé avec une grosse association qui s'appelle Spécial Olympique, qui aide les enfants à faire du sport, des enfants atteints d'handicap moteur. Donc on avait pu aider une école en Lituanie et puis aussi je crois si je dis pas de bêtises on avait acheté des vélos pour une école à Berlin pour la deuxième année qu'on avait fait donc c'est une volonté de notre part alors bien sûr on va pas verser tous nos revenus mais c'est une volonté de notre part de redistribuer euh, une partie de nos revenus à des associations sportives quoi. Ok, très bien. Et peut-être pour finir un peu cette présentation, qu'est-ce qu'on gagne en gros à choisir coup gagnant comme notre billetterie pour cette finale de Champions Cup? Pourquoi choisir coup gagnant? Euh, bon, déjà, nous, on est fans de sport et on proposerait jamais quelque chose qui nous parle pas en tant que fan de sport. Donc nous, déjà, on trouve ça très fun.
Il y a aussi un aspect, si je reprends les exemples de tout à l'heure, on est quand même sur un prix qui est aux alentours de 30 euros pour les plus grosses équipes. On est très loin des 70 euros de la place grand public. Donc déjà, il y a un côté, la place est moins chère, donc plus accessible pour tous. Ça, c'est quelque chose qu'on aime mettre en avant, c'est pouvoir rendre les finales aussi accessibles à tous. Et l'autre versant, c'est de nos jours, en fait, les places sont tellement prises d'assaut qu'on peut aussi se retrouver à aller voir un match qui sera certes de très haut niveau, comme la Champions Cup, voire même la Challenge Cup, mais dans lesquels on ne sera pas forcément impliqué émotionnellement, parce que ce ne sera pas non, forcément nos équipes, ou carrément, il n'y aura peut-être même pas d'équipe française en finale. Donc là, le côté un peu, tu joues avec ton équipe, et si ton équipe va en finale, si tu vas en finale, en fait, c'est sûr que c'est ton équipe qui joue. Donc de facto, tu es forcément impliqué émotionnellement, tu vas avoir forcément un grand match et tu es impliqué émotionnellement. Et donc nous, c'est un peu ce cocktail de tout ça qui fait que on le met en avant parce qu'on trouve vraiment l'expérience fun pour les supporters. Et voilà, on révolutionne pas la billetterie, mais on propose quelque chose un peu de nouveau, de fun. Voilà, donc le but c'est d'attirer le plus de monde à découvrir ce concept. Ouais, et puis moi je trouve que c'est un bon compromis aussi, et c'est pour ça que j'étais content que vous me proposiez ce petit partenariat-là avec la Champions Cup. C'est que, en fait, t'attends toujours la demi-finale ou d'être sûr d'être en finale pour acheter tes billets, et finalement tu te retrouves à soit surpayer tes billets, soit surpayer ton logement, des fois ne pas pouvoir avoir de billets. Et c'est vrai que là c'est quand même un super compromis d'avoir des billets moins chers, et finalement si tu as la chance d'avoir ton équipe en finale, tu fais du coup le coup gagnant. Donc non, je trouve le concept particulièrement cool. Je crois que vous faites d'ailleurs des partenariats pas qu'avec les UBBIS, mais avec d'autres équipes qui sont encore en Champions Cup. Donc ça, c'est aussi très cool. On espère que ce sont nos auditeurs qui bénéficieront de ces tickets-là. Mais en tout cas, Mathieu et Antoine, merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que c'est beaucoup plus clair du coup d'entendre le concept de la voix de ces créateurs. Donc un immense merci de faire confiance aux UBBistes. On espère que les tickets pour l'UBB vont se vendre comme des petits pains. On espère surtout que l'UBB va remporter ses 2 prochains matchs, les 8e et les quarts. Voilà, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire. Non, bah écoute, merci à toi et merci aux UBBistes pour l'invitation. Merci à toi et bonne chance. Merci à tous les deux. Et nous, de notre côté, je vous propose qu'on passe aux actus du club. Et du coup, de retour pour les actus du club. Première actualité, mon cher Yann, qui se marre. Les espoirs ont gagné. Ah oui, j'ai vu que la première mi-temps, donc en plus c'était la meilleure, visiblement, parce qu'il y avait, alors je sais plus combien, mais pas loin de 30 points en première mi-temps, où ils jouaient super bien. On était dominant devant, avec toujours cette arme qui est très forte, c'est-à-dire Evrit qui envoie Zapedowski, après on fait un porté et on les enfonce, notamment avec Pargat que je trouve de mieux en mieux. C'est vrai que c'est un bon joueur qui est le pilier droit aussi des UV en équipe de France et qui progresse pas mal. Donc lui, bon, son seul problème, c'est que parfois il était souvent freiné par les blessures, mais c'est quand même un sacré joueur. Et j'ai bien aimé aussi notre petite fusée troisième ligne Gardera, qui a marqué un doublé et qui a fait de belles percées tout seul. On voit un peu son physique de settiste et sa force de settiste. Voilà, face aux espoirs, il était clairement au-dessus. D'ailleurs, c'est une interrogation, savoir si un joueur comme ça qui peut être un peu loin physiquement, je parle en densité du niveau pro et enfin du niveau pro UBB et qui est au-dessus des espoirs. Est-ce que ce serait pas aussi une idée de le prêter entre Le les problème de deux? Gardra, Voilà. c'est qu'il est plus tout jeune. Hein, c'est un 2003. Alors, c'est un Ouais, 2003 ouais. du 31 décembre. Donc, c'est un faux 2003. Mais bon, on peut le considérer comme un 2004 du coup. Mais du coup, il commence à se faire un peu jeune. Là où, en 2004, les autres 2004 qu'on a dans l'effectif, c'est Jacobs et Gazzotti qui ont déjà un peu franchi le cap de l'équipe pro. Donc, enfin, un peu, C'est même pour ça. complètement. Donc ouais, il va falloir qu'il. Après, il a quand même été freiné par des grosses blessures. Le peu qu'on a vu, moi, avec les grands, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc effectivement, peut-être un prêt pour qu'il ça guérisse un peu, qu'il prenne un peu de masse, ça peut être intéressant. Et juste pour Ouais, clairement. continuer sur le match, donc victoire
contre Colomiers 33-27 et à la mi-temps il y avait 26-17. Donc on a juste marqué Ouais. un essai par Gardra en deuxième mi-temps qui met un doublé et les autres marqueurs d'essai sont Everett, Janiek et Baronnet. À noter le carton rouge de notre pilier Amir Atouma qui lui est un jeune, hein. Il est de 2007. Donc ça fait partie Ouais. des plus jeunes. 2007, c'est la classe d'âge de Valentin Hutto, par exemple. Bon, qui lui est du coup est encore plus en avance. Mais ouais, il a pris un petit carton rouge, il a pris une petite bouffe, un coup luméra, donc il a pris son rouge. À noter, je crois que j'ai entendu dans les commentaires sur TV7, il me semble, Pargad, peut-être un petit peu blessé, en tout cas il y a des alertes, Ah ouais, Evrit bon, tu vois. aussi, donc Alors, Everett, je l'ai vu parce que c'était la première mi-temps, parce qu'après, j'ai coupé. J'ai coupé tous les réseaux. Mais ouais, Everett, j'ai vu, ouais, c'était cheville ou genou. Enfin, en tout cas, ça avait l'air assez grave, il boitait bien bas. Mais Pargat, voilà. Ouais, c'est bon. Alors, j'avais pas vu le deuxième mi-temps, mais c'est vrai que c'est un joueur qui se blesse à assez confirmer, hein, souvent. parce que j'ai juste entendu, j'ai pas vu l'action, et puis à voir comment ça évolue. Prochain match, c'est ce samedi, ce sera à Oyonnax. Donc là, pour l'instant, on est premier de cette poule. Je crois qu'il appelle la Challenge Pool ou un truc comme ça. Enfin, en gros, c'est un peu c'est Ok. le playdown, hein, ni plus ni moins. Donc pour l'instant, avec deux victoires en autant de matchs, on est premier. Les Lions, elles, ne jouaient pas. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a 11 Lions à Marcoussis pour préparer le tournoi des 6 nations. Bon, c'est un peu l'effet ratier quand même, mais du coup, on voit des nouvelles têtes. Il y a Elsa Peras que tu aimes bien, la troisième ligne. Il me semble qu'il y a Marie Ibanez aussi parmi les nouvelles, hein. Il me semble. Mais bon, ça Ah, mais fait un gros je croyais qu'elle contingent était, de Lyon. je croyais qu'elle était blessée, moi, Elsa Peras. Mais du coup, elle est revenue. Oui, c'est vrai qu'elle a été blessée mais il me semble début d'année, en janvier, quelque chose comme ça. Oui, elle est dans la Ok, sélection. Donc ça, c'est top. Et super. les Lions, elles, jouent ce week-end. Elles se déplacent à Blagnac dimanche à 15h. Donc à voir si ce sera diffusé sur TV7 ou pas. Mais elles ne jouaient pas, en tout cas, ce week-end, puisqu'il y avait ce rassemblement pour préparer le 6 Nations. Autre news, du coup, Gardra, tu l'as mentionné, le setiste, comme tu l'as appelé, il va faire du set. Il sera à Hong Kong avec l'équipe de France à 7 pour l'étape du Sevens. Et d'ailleurs, il y aura aussi l'UBB qui sera présent à Hong Kong parce qu'ils envoient une équipe pour disputer le tournoi à 10. C'est quelque chose Ouais. qu'ils avaient déjà fait la saison passée. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Théo Nanette, donc l'ancien demi-mêlée de l'UBB, qui sera lui aussi présent. C'est cool le format 10. Je crois que c'est je crois que c'est demi-temps de 10 minutes. C'est notamment le format enfin en tout cas à 10 qu'il y aura au Crunch Creator. C'est un format qui apparemment est super cool à regarder. C'est un peu comme le 7, les mêmes espaces de 7, mais quand même avec un peu plus de combats d'avant. Donc ça peut être intéressant à regarder C'est ça, aussi. ouais. Ouais, c'était sympa, mais j'avais regardé l'année dernière puisque j'avais fait, je crois, des petites vidéos sur Augustus, le petit ailier sud-africain qui arrivait chez les Espoirs. Donc ça se trouve, il a rempilé, il va faire le tournoi là-bas. Et il y avait aussi, Albertus. de mémoire, il y avait Albertus. Pourquoi j'ai dit Augustus, moi? C'est en plus c'est le numéro Oui. 8 sud-africain, mais qui Toi, joue quand tu maintenant à m'as dit Ulster. Elie, je sais, non, c'est pas lui. Ouais, ouais, pas du tout. Il fait 115 barres. Bon bref. Et je crois qu'aussi il y avait Mignot aussi, notre troisième espoir de mémoire, qui avait fait cette compétition. Donc ouais, c'est assez sympa et puis c'est un niveau qui est quand même assez élevé. Ce tournoi de Hong Ouais, Kong. mais je pense que c'est à peu près le plus élevé. Il me semble qu'il y a des tournois aussi aux États-Unis qui sont intéressants. À noter aussi que Gabriel Bonne rejoint l'Académie olympique. Donc pareil, c'est du 7 et c'est du coup, j'imagine, en préparation des Jeux olympiques. Donc c'est cool. Gabriel Bonne, lui, il avait été donc c'est un espoir qui est centre-ailier et qui avait fait partie de l'équipe UBB Sevens, championne de France. Donc ça, c'est très cool. Autre news concernant un petit jeune, on l'a mentionné, Valentin Hutto, qui lui rejoint France U20 Développement, donc c'est un peu l'antichambre des U20, pour une tournée anglo-celtique. Donc en gros, ils vont au Royaume-Uni, ils vont un match en Angleterre, un match en Écosse et un match en Irlande, il me semble. Donc là aussi, c'est cool de voir des joueurs de l'UBB sélectionnés sur ce genre de rassemblement. Je crois qu'on a fait le tour des actus, Yann. Donc je te propose qu'on se projette tout de suite vers le match du week-end.
Et ce dimanche à 16h, l'UBB va recevoir les Tigres de Leicester qu'on avait déjà affronté la saison passée. Il me semble que c'était à Chaban, si je dis pas de bêtises. Oui. 8e de finale de Champions Cup, c'est win or go home. Pas le droit à l'erreur, même si on est quand même plutôt favori. C'est quoi les forces de cette équipe, Yann? Alors historiquement, c'était un gros pack et qui faisait pas de jeu, mais c'est vrai que quand j'avais été surpris moi l'année dernière où finalement ils nous avaient imprimé énormément de temps de jeu avec un Stewart, le 15, qui est aussi international anglais, un espèce de 15 qui est très grand, qui avait relancé absolument tous les ballons. Parce que je pense ils ont une certaine crainte du trio derrière, notamment des mecs comme Louis, à l'époque il y avait Penaud, même de Jalibert sur les ballons de relance. Donc ils se sont dit si on garde le ballon, ils auront moins de relance. Bon après on avait réussi à les faire exploser physiquement, mais pendant, je sais pas si tu t'en souviens, mais pendant 50, 60 minutes, ils nous avaient posé énormément de problèmes. Et c'est vrai qu'on avait réussi sur quelques contres avec un Louis toujours aussi rapide qui avait réussi un peu à inverser cette pression. Et je crois je sais pas moi, en 10 minutes, on a marqué 3 essais. Enfin, c'était un truc, c'était un peu n'importe quoi. Bon après, leur force, c'est qu'ils ont toujours ce gros pack. Ils ont deux joueurs, notamment anglais, qu'on a vu pendant le tour de destination, qui ont été très dominants. Hayes, le pilier droit, et Chesum, celui-là qui a intercepté Mathieu Jalibert, qui joue 5. Donc ils ont un pack qui est extrêmement solide. Derrière, il n'y a pas de gros noms ronflants. Tu vois, il y a Stewart qui est international. Il y a aussi, je crois, le numéro 10. Alors j'ai oublié son nom, mais qui est passé en France. On le connaît parce qu'il est juste passé en France. Je crois qu'il a été joker médical du Stade Toulousain et il est passé à Agen. C'est Cyril. Ce numéro 10 qui retrouve un peu une seconde jeunesse, qui remplaçait le 10 sud-africain qui était là l'année dernière et là il retrouve une seconde jeunesse. Je le trouve très bon au pied et il arrive à faire quelques différences. Voilà, après globalement si on est à notre niveau, on reste quand même au-dessus de cette équipe, mais bon, c'est toujours pareil, il faut prendre le match du bon bout, respecter cet adversaire pour pouvoir se faciliter le match. Parce que la dernière fois qu'on avait joué contre eux, effectivement, ça avait explosé un peu tardivement, quoi. Ouais, et pourtant on avait donc c'était le 8 décembre, donc ça devait être donc c'est peut-être le premier ou deuxième match de Champions Cup l'an dernier. On avait gagné le bonus, doublé de Louis. Cette saison, Leicester, ils sont troisième de Premiership, 9 victoires, 3 défaites. Alors Premiership, c'est assez particulier parce que du coup, il y a un gros écart entre la tête et le bas de classement. Il y a des équipes qui ont 10 victoires, 2 défaites comme Northampton ou Bath, enfin 10 victoires sur 12 matchs plutôt. Donc c'est assez scindé en deux cette Premiership. Côté UBB, retour de Mathieu Jalibert, rien que ça. Alors dans le petit bureau, il s'inquiétait un petit peu de comment tu reviens de une semaine comme ça au Brésil, tu vois. T'as le côté décalage horaire, t'as le côté voyage en avion, où tu tapes je sais pas combien d'heures exactement pour aller au Brésil. Mais est-ce que mais, de toute façon, on l'a vu avec Louis qui est revenu, hein, ça se fait. Mais est-ce que c'est une vraie bonne idée de faire ce genre de périple comme ça à ce moment de la saison? Mais je sais que l'année dernière, ils étaient pas partis au Ouais, t'as Mexique raison, avec Nico, t'as là. raison. En fait, je crois qu'ils font tout le temps Ouais. ça. C'est comme à chaque fois, on a le même débat avec le. Putain, Non, mais mais qu'est-ce alors, qui va pour branler le au ski? coup, non, mais en fait, j'en parle parce que je l'ai entendu du coup hier dans le petit bureau. Mais pour le coup, qu'ils aillent au Brésil tous les jours, mais le ski par contre. Oui, moi je suis plus comme toi. Autant qu'ils fassent ce petit voyage tranquille et en plus, bon, ils sont pas comme nous. Enfin, tu vois, un voyage comme ça d'une semaine, ils voyagent pas dans les mêmes conditions. Euh, Ah bon? donc, donc du coup, je suis pas sûr qu'ils soient dans le tout collé avec quelqu'un qui ronfle. Je pense qu'à mon avis, tu prends un bon billet, Bah, de la story t'as des qu'on a vue conditions. du départ, effectivement, c'était pas de la classe éco. Donc je suis pas inquiet sur la fatigue du Non, voyage. c'est dans des bonnes conditions. Bon. C'est des professionnels, ils savent entretenir leur corps et. Et après, un décalage horaire, ouais, on dit toujours que c'est 1 heure par jour pour récupérer. Donc, bon, je sais pas combien Ouais. il y a, mais il doit y avoir 4-5 heures là-bas.
Oui, ça, 5-6 heures, j'aurais dit. Mais bon, bref, toujours est-il qu'il va revenir. D'ailleurs, il est peut-être déjà revenu. Tamifuna, du coup, on l'a mentionné, est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il n'est pas blessé? On enregistre mardi soir. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. Donc, on va partir du principe qu'il est out. Voilà, parce que là, en fait, Ouais, la story qu'il a mis sur Instagram est assez parlante. Il a mis la photo du double plaquage sans les bras avec un emoji béquille et un emoji blessé. Donc ça laisse présager quand même une petite blessure, même si après ce double plaquage, il fait quand même encore 2-3 charges, plus il met un essai. Donc après, est-ce qu'il était encore chaud et, ou ouais, et démêlé, ouais, putain, ouais, j'espère qu'il a. Non, mais peut-être j'espère que que c'est c'est rien. juste un En tout cas, coup. il avait pas mal d'énergie. En tout cas, il avait pas mal d'énergie pour raser la tête de Ouais, Hussein. ouais, voilà. Ça allait. Il était toujours en forme. Il était toujours en forme Ouais, pour ça, ouais, quoi. ça n'a pas enseigné, le pauvre Sayan. D'ailleurs, sur la photo, il s'est fait chambrer parce que du coup, donc il avait un peu une coupe pas afro, mais pas loin. Du coup, il lui a rasé au milieu et du coup, je crois que c'est Lara qui l'appelle Fabrice Eboué maintenant. Enfin, bref. Très Très bon. bon, ils ont l'air de bien rigoler, ces jeunes. Marcelo. Ouais, mais du Marcelo. coup, vu qu'il y a le trou au milieu, ça fait plutôt. Oui, c'est ça. C'est vrai, ouais, c'est ça. C'est Marcelo en lendemain de cuite, quoi. Euh, Jean-Luc Duprez, est-ce qu'il va revenir? Il était espéré pour Leicester. Voilà, on espère qu'il sera dispo. Difficile à Ouais, dire on attend les photos. tant qu'on l'a pas vu à l'entraînement, en fait. C'est ça, voilà. T'attends les photos d'Instagram là, pour voir un peu qui était sur le terrain, qui n'était pas, pour rassurer tout le monde. Mais c'est vrai que ouais, ce serait bien qu'il soit là parce que bon, ça tape fort comme Leicester, donc Big Ben, ce serait intéressant. Et... En plus, surtout là où il prend le plaquage, c'est quand même là où il avait un genou strappé, hein, de mémoire. Donc tu vois, c'est déjà un genou qui était un peu fragile, donc on va espérer rien du tout. Et pareil du Duprez, on espère que ce problème à la tête. Et alors après, visiblement, il y a eu d'autres problèmes qui ont été. C'est pas que la tête, visiblement. Bon, on espère que ça va être réglé parce qu'on a vraiment besoin de lui, parce qu'on l'a recruté pour qu'il amène cette densité, notamment défensive. Euh, Ce serait dommage pour lui et pour nous une saison blanche, quoi. Ouais, Donc on espère vite le récupérer. complètement. D'autres qui sont dans le doute. Alors, Falatea, je pense qu'il va être dispo. Ouais, Marco Gazzotti, qui s'était blessé un petit peu face à Toulouse. au dos, Au ouais. dos, on ne sait pas bien. On n'a pas de durée d'indisponibilité, donc c'est vrai que si Duprez n'est pas dispo, Gazzotti n'est pas dispo, Swinton, il est à l'entraînement, mais on ne sait pas s'il va pouvoir jouer, ben, peut-être qu'on va repartir sur une troisième ligne assez similaire à celle qu'on avait. Alors l'idéal, ce serait de pouvoir faire souffler un ou deux mecs, tu vois, ceux qui ont des petits pépins, ceux qui ont trop joué, ceux qui ont des petites alertes, comme un peu ce qu'on a fait à, à Lyon, pardon, avec Ouais, ouais. un Poirot, un Coleman qui ont soufflé alors que tu vois, ils auraient pu enchaîner. Ben là, ce serait pas mal de faire ça à la marge, tu vois, deux, trois joueurs un peu cadres. Toujours est-il que, je l'ai déjà mentionné, mais je pense qu'on va partir sur un banc en 6-2 sur la Champions parce que la règle est différente, on n'a pas le droit de faire re-rentrer des mecs. On a des joueurs polyvalents qui peuvent permettre ce 6-2. Il faut qu'on puisse tenir le coup physiquement. Donc je te propose l'effectif suivant. Jefferson Poirot, Maxime Lamotte, Carlos Sadi en première ligne. Propre. Propre avec Perchaud, Barlow et Falatea. Je pars du principe que Tamifuna n'est pas dispo sur le banc. Ouais, très bien. Si Tamifuna est dispo. Mais tu vois, typiquement Tamifuna, je me dis, s'il y a la moindre alerte, s'il y a le moindre bobo, Ouais, que voilà. Falatea est Exactement. dispo. Falatea, il faut se rappeler, c'est le pilier titulaire de la finale de Champions Cup. Hein. C'est pas n'importe qui, quoi. Non, non, mais non, mais c'est et puis il faut bien le faire prendre parce que forcément on aura besoin de lui parce que il faudra faire souffler les deux gros donc du coup plus tu vois en plus tu prends pas trop de risques entre guillemets parce que forcément ça va pas jouer sur les mêlées même si ça peut être une pénalité de la gagne. J'espère qu'on aura suffisamment de marge pour pas que tu vois il soit un peu moins en forme, ça nous coûte le match quoi. Ce serait qu'on soit pas, c'est-à-dire qu'on n'est Ouais. pas prêt quoi. Alors, en deuxième ligne, Palu Coleman. Cyril Caso étant toujours out. Ouais, et en plus, plus ça va, plus t'as l'impression que ça va être la seconde ligne titulaire, hein, parce que Palu déçoit jamais, quoi. Et Caso peut être... Caso m'avait pas ébloui. un- Il me semble que c'était à Pau en sortie de banc. Ouais,
c'est vrai, mais pas lui quand il était rentré. C'était quel Toulouse, match? ouais. C'était Toulouse. Quand il était rentré contre Toulouse, il avait vraiment Ah fait ouais, du donc du bien. coup, est-ce qu'il est pas mal en remplaçant? Ouais, peut-être. À voir. Bon, en tout cas, là, pas lu Coleman. Et du coup, en remplaçant sur la deuxième ligne, j'ai mis Jacobs, qui était titulaire du coup à Lyon. Ok. Troisième ligne, je mettrais Woki, Mathieu, Verne Taillefer, avec sur le banc Beauchaton et soit Duprez, soit Ibsayen. Après, là, tu vois, par exemple, un des joueurs que j'aimerais bien qu'on repose un peu, c'est Mathieu. Parce que j'ai l'impression que, enfin, depuis l'Angleterre, il enchaîne, quoi. Oui. Donc, ce serait bien que Enfin, soit depuis Gazzo l'Angleterre, est il a fait présent. 10 000 matchs. Hein. Non, mais Angleterre, Toulouse, Ouais. Lou. Et ça veut dire qu'il va faire son 4e match. Et après Ouais, 5e mais contre oui. Sion Oui, Pass. mais il en a déjà fait 10 d'affilée juste avant. Donc, Ouais, je sais, je sais. Et du coup, Mais pour tu le vois, coup, là, il a eu peut-être un petit peu plus de temps de repos pendant les 6 nations. Je sais pas. ouais, mais, Mais et du coup, tu puis, ouais, mettrais mais qui même il a été. en 8 un BVT et un Beauchaton Bah, du coup, enfin, non, pas la même troisième ligne qu'Olou, mais Woki, BVT, Beauchaton. Ouais, tu peux faire ça, et puis comme ça, après, ça permet d'avoir Duprez Ipsaïen sur le banc. Je trouve que c'est toujours délicat ça, Euh, parce que tu fais jouer d'innombrables minutes à des joueurs, type Mathieu. Et puis quand arrivent les matchs qui comptent, bah, tu le sors. Enfin, tu vois, c'est ouais. particulier comme management, quoi. Après, moi, le match qui compte, Et ouais, mais encore faut-il gagner celui-là pour que l'autre match compte. ouais, je sais. Effectivement. Mais tu vois, c'est un peu ce qu'on avait fait l'année dernière, hein, de mémoire. L'Ulster, on avait fait pas mal Ouais, mais tourner, hein. l'Ulster, c'est pas les Tigres. C'est pas les Tigres, mais c'est les derniers de la phase régulière, quand même. Ouais. Mais bon, effectivement, en fait, voilà, Mathieu, en fait, c'est parce que j'ai envie de l'avoir Non, mais je en comprends. super forme, Oui, en fait. Et de toute façon, je pense que 99% des supporters, on est un peu comme ça, c'est que on joue un peu avec manager en essayant de reposer les mecs et qui sont un peu dans le rouge en termes de forme, quoi. Donc, Et puis, mais bon, effectivement, hein. Après, voilà, tu peux faire reposer Mathieu sans que tu perdes de qualité. C'est un peu l'avantage, surtout si Duprez est et si apte, tu Duprez est vois, apte, quitte à le faire en démarrer. vrai, tu fais Woki, BVT, Duprez, et t'es bien. Ouais, et puis après, Mathieu, à la limite, tu le mets sur le banc, hein, si Bah, vraiment tu veux pas qu'il soit déçu. tu le fais jouer 5 minutes à la fin. Bah, t'as joué? T'es pas content? Non, non, mais de toute façon, oui, effectivement, les mecs, ils veulent jouer tous les matchs, mais je pense que lui, ça va être un des joueurs où, voilà, on sent quand même qu'en plus, c'est un joueur fait pour la Champions Cup, son style de jeu. Donc, ce serait bien qu'il soit à Ouais, un peu à la 100%. Samu, quoi. Ouais. Exactement. Tu vois, on aimerait qu'il fasse sa petite chistée contre Toulouse pour Loulou, quoi. Enfin, C'est beau non, ça. parce que alors, Mathieu, je l'aime beaucoup, mais les passes après contact. Ah oui, Alors, c'était pas une c'est pas passe son après point fort. contact, celle de Samu, mais bon. Je sais pas si les passes, c'est. Tu vois, au basket, il devait pas faire beaucoup de passes dans le dos ou. Bref. À la charnière, Lucu Jalibert. Voilà. Oui. Et du coup, sur les ailes, LBB Tamboué. Et Pagerello, il en est où? Mais il s'était fait opérer d'une pubalgie, donc pour l'instant, il est pas là. Hein. Ok, Voilà. LBB Tamboué, on en pense quoi? Bah très ouais. bien. Moefana Penaud au centre. Pour moi, Parfait. Après, voilà. les 4 là que je viens de mentionner, même les 6 d'ailleurs, ça bouge pas sur les 2 prochains matchs, si 2 matchs il y a, quoi. Je pense pas, ouais. Et Mousquet à l'arrière. Moi, je veux le Ouais, bah, revoir. Pour moi, il a gagné sa place. Rayassi, je l'ai pas mentionné dans les points négatifs, mais il y a toujours son body language où des fois, en fait, t'as l'impression qu'il peut aller plus vite, mais en fait, il fait un peu trop des fois, je trouve. Et je pense que c'est ça qui va faire que je l'adore. Mais pour l'instant, ça fait un peu plus qu'il m'agace un peu. C'est qu'il fait un peu le Harlem Globetrotter, enfin le Fidjien, quoi. Tu vois, à tenir le ballon à une main, à faire des feintes de face comme ça, à montrer le ballon à l'adversaire. Alors, j'adore ce genre de joueur, mais il faut qu'il y ait de la différence quand tu fais ça, quoi. Moi, c'est juste ses attitudes un peu Ouais. défensives. Mais après, c'est ce qui dégage, hein. Je pense pas, et je pense qu'il est concerné, hein. Ah oui, oui, non, mais Ouais, à là-dessus, il voir. n'y a pas de doute. Mais du coup, Mousquet, j'ai trouvé qu'il avait gagné sa place. Voilà, il a fait une bonne rentrée contre Toulouse, il a fait une bonne titularisation contre le Lyon. J'arrive vraiment pas à le retrouver à chaque fois le match qu'on a joué ce week-end, c'est terrible, donc c'est peut-être bien Lyon.
voilà, À voir. À voir potentiel, si. j'ai envie qu'il trouve sa place, Shan. Ouais, ce serait une belle récompense pour lui, à voir si le staff maintient Rayassi en 15. Et tu vois, même euh, défensivement, Mousquet, il a montré qu'il s'échappait pas, quoi. Ça, quand même, sur un ça c'est poste de sûr. 15, c'est Ça important. c'est sûr. En couverture, il était C'est là. sûr. Enfin, franchement, je trouve qu'il a marqué des gros points. Non, mais sur les standards du poste, je pense que Mousquet est supérieur, mais c'est vrai que Rayassi a peut-être marqué les esprits du staff, notamment en Champions Cup. Oui, parce qu'il a mis ses C'est lui qui triplés. fait les Donc, exploits. bon. Et en fait, enfin, contre les Bulls, il change un peu le match entre guillemets parce que Buros a fait quelques scories et après lui quand il rentre, il fait 2-3 percées qui sont pas mal et après effectivement Northampton où il prend la place de titulaire et il fait un match qui est satisfaisant. Donc à voir, est-ce que le profil Champions Cup va favoriser Rayassi pour son super pouvoir offensif ou est-ce que on va rester dans un 15 plus standard, mais en tout cas qui maîtrise mieux, je pense, les bases du poste, notamment dans la circulation. Ouais, à voir. Sur le banc 6-2, bah, moi, je repars sur les deux arrières champions d'Europe, Oui, voilà. Retière, Van Rensburg. Sachant que sur les arrières qu'on a, il y a suffisamment de polyvalence pour couvrir tous les postes en fonction de potentiellement tes blessés ou de joueurs qui ont besoin de souffler. Donc, Retière Van Rensburg. Donc, du coup, si Mousquet est titulaire, ben, il joue. Sinon, hors de la feuille, pareil pour Rayassi. Mais bon, c'est quand Oui, même une compo, je suis d'accord. qui a de la gueule malgré tu vois, l'absence de Buros. Qui d'autre on a d'absent? Caso. Caso, Après Gazzotti peut-être. Mais après, on Big est. Ben, tu Ouais. l'as dit, mais bon. Après, on est quand même pas mal. Et des porteurs, mais bon, on a De Super porteurs, tu veux Penaud, dire quoi. le remplaçant de Damien Penaud au poste numéro 13. La Ouais, doublure. c'est ça, exactement. Ah, il nous La manque. doublure. Il nous manque. Mais bon, il va falloir faire ça de toute façon jusqu'à la fin de saison. Donc, Ah oui, de toute façon, il n'y a pas de choix. autant qu'on mette un petit peu de côté pendant 2 mois. Et puis, quand il reviendra, on sera d'autant plus content. Voilà pour cette preview du match contre Leicester. Donc c'est dimanche à 16h. Il me semble que c'est diffusé sur France Télé. Donc moi j'adore la Champions. Oui. Donc trop hâte. On vous rappelle que vous avez le lien de coup gagnant en description. C'est d'ailleurs peut-être les derniers jours là pour profiter des prix moins chers. Parce que si on gagne ce tour-ci, bah, la cote de l'UBB va augmenter. Et du coup les prix des places seront un poil plus chers encore. Donc, et il ne faut pas attendre surtout d'avoir passé Toulouse parce que là, ça sera encore plus cher. Donc, si vous croyez en l'UBB et que vous voulez avoir des places pour la finale de Champions Cup, allez sur Coup Gagnant. De toute façon, allez sur le site si vous avez des questions. C'est super bien expliqué. Merci beaucoup, Yann. Tu refais comme cette semaine. Tu ne regardes pas le match en direct? Ah non, les matchs à domicile, je regarde. Par contre, je pense que le prochain match de La Rochelle, du coup, vu que je suis un connard de superstitieux, je pense que je vais pas le regarder en D'accord. direct. Donc, ouais, c'est comme l'an dernier, les matchs à l'extérieur, tu les. Jusqu'à que ça s'arrête à Toulon, tu te rappelles? Ouais. C'était ça, c'était Toulon, Ouais, je crois. bon, Toulon, on avait envoyé l'équipe. Oui, ils avaient fait aucun Ah oui, effort. on avait juste gagné une Coupe d'Europe juste avant. Rien que ça. Oui, mais bon, Bon, bref. Bon, bah, du coup, on pourra s'échanger des petits WhatsApp pendant le match. Merci à vous tous qui avez écouté l'épisode jusqu'à présent. Puis on vous souhaite une très bonne semaine et puis un très bon match dimanche. Salut tout le monde! ciao tout le monde!